bonjour à tous. Nous avons la joie ce soir d'accueillir M. Bernard Perret dans le cadre de notre exposition et de tout l'événement qui entoure cette exposition. Et nous avons déjà eu deux conférences, une par l'auteur de l'exposition et puis une deuxième avec le père Frédéric Bouzeau qui nous a parlé des enjeux de l'encyclique Laudato Si. Et donc aujourd'hui, on sera plutôt sur le volet économique. Donc quel modèle pour une économie humaine et durable? Alors je vais vous lire la fiche Wikipédia pour présenter notre intervenant. Nommé administrateur de l'INSEE en 1976, il a été adjoint au chef du département des statistiques du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale entre 1976 et 1980. S'il y a des erreurs, vous me dites. Puis chef du bureau de l'informatique à la direction du budget du ministère de l'économie et des finances entre les 3 années suivantes. Entre 1983 et 1984, il est conseiller technique au cabinet du secrétaire d'État chargé de la santé, puis responsable des projections sectorielles à l'INSEE en 1984 et 1985. Il occupe le poste chef du bureau emploi et salaire à la direction de la prévision du ministère de l'économie et des finances de 1987 à 1989. Il est ensuite rapporteur général du conseil scientifique de l'évaluation entre 1990 et 1998, puis devient rapporteur à la Cour des comptes en 1999 et chargé de mission au Conseil général des ponts et chaussées la même année. Il est enseignant à l'Institut catholique de Paris et chroniqueur au journal La Croix, dont il dirige le service économique et social du quotidien La Croix entre 1985 et 1987. Il est membre du comité de rédaction de la revue Esprit. Ses thèmes de recherche portent sur l'évaluation des politiques publiques, les indicateurs sociaux et de développement durable, la sociologie et l'anthropologie économique, le travail et l'emploi, les questions sociales, la gestion publique, l'épistémologie, les questions spirituelles et religieuses. Bon. Ça fait un peu too much. Voilà, mais c'est la réalité. J'ai fait beaucoup de choses différentes, un peu trop probablement. Est-ce qu'il mentionne quand même mon livre sur René Girard? Alors, après, dans la bibliographie, il y a effectivement Penser la foi chrétienne après René Girard en 2018. Et puis tout un tas d'autres livres. Et il n'y a pas le dernier qui vient de sortir, Quand l'avenir nous échappe. Voilà, donc je vais vous laisser la parole. Merci en tout cas d'avoir accepté de venir. Voilà, alors pour préciser les choses, depuis quelques années, mes centres d'intérêt se sont quand même un peu resserrés. Autour d'une part de la question écologique qui m'a beaucoup occupé, et puis d'autre part, je suis vice-président de l'association Recherche Mimétique qui s'est fixé pour mission de populariser et de développer les débats autour de la pensée de René Girard. Donc là, c'est de l'anthropologie sociale, donc j'essaie de faire le lien entre l'économie, l'écologie et l'anthropologie sociale et religieuse. Et c'est un peu de ça dont il est question dans mon dernier ouvrage, mais j'en dirai un mot, bien que ça ne soit pas le thème principal. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est que vous avez déjà bénéficié d'un certain nombre de choses, de conférences, d'expositions autour de l'écologie. Donc, d'une certaine manière, le diagnostic, c'est pas la peine de trop insister. J'essaierai donc d'aller assez vite sur le diagnostic.
pour parler plus des perspectives et de qu'est-ce qu'on peut faire, à quoi il faut s'attendre, etc. Donc l'actualité du sujet, c'est évidemment l'anniversaire de l'encyclique Laudato Si, qui a été, je crois, il faut le dire, une date importante, pas seulement pour les chrétiens, mais pour les gens qui s'intéressent à l'écologie, c'est quelque chose qui a compté. Quand Laudato Si est sorti, j'étais dans un séminaire à Cerisy, regroupant des sociologues, des chercheurs, des militants écologistes. Il y avait aussi le jésuite Gaël Giraud. Et un soir au dîner, alors il y avait quand même très peu de chrétiens patentés dans cette vénérable assemblée, eh bien ils se sont tournés vers Gaël Giraud en disant on va faire une soirée Laudato Si. Et on a passé une longue soirée à parler de l'encyclique, et avec un intérêt extrêmement soutenu de la part de l'ensemble des participants. Moi, ça m'a beaucoup frappé de voir et le même phénomène est en train de se reproduire avec l'encyclique sur la fraternité, dont je suis frappé de voir à quel point elle touche un certain nombre de gens en dehors de l'Église. Donc voilà, on a cet anniversaire de Laudato Si, on a la question de la pandémie qui, d'une certaine manière, nous ramène à l'écologie, puisque les spécialistes s'accordent pour dire que la destruction des espaces naturels va conduire l'humanité à être plus souvent en contact avec des espèces animales qu'elle ne côtoyait pas autrefois, avec des risques plus élevés donc, de passage de virus ou de bactéries de l'animal à l'homme, et c'est bien ce qui s'est passé avec le Covid. L'actualité dramatique, c'est la multiplication des catastrophes liées au climat. Alors évidemment, on a les inondations dans le sud de la France, on a les incendies géants en Californie, et puis la liste n'est pas limitative. On a les phénomènes d'hyperpollution de l'air dans les grandes métropoles, notamment, on a beaucoup parlé de New Delhi. Et puis on a une succession de rapports alarmistes sur le climat, la biodiversité. Donc on sent que le sujet est en train de monter, et sans vouloir faire de politique, le fait que un certain nombre de maires de grandes villes aient été élus sous l'étiquette écologiste montre que on est dans un phénomène qui prend de l'importance dans l'opinion. Donc la croissance économique actuelle n'est pas durable, d'abord à cause du changement climatique, on y reviendra, à cause du déclin de la biodiversité, il y a des problèmes de mauvaise gestion de l'eau, par exemple, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis avec la fracturation hydraulique des sols pour en extraire du pétrole, au risque de polluer l'eau et de consommer des quantités énormes de stocks d'eau détenus dans le sol, c'est évidemment une gestion non durable de l'eau. On a les problèmes moins connus de l'usure des terres agricoles dues à des pratiques agricoles non durables. On a le problème de l'artificialisation des sols, la transformation de zones végétalisées en zones non végétalisées. On a le problème d'accumulation des déchets, le problème du 6e continent, qui est connu, des pollutions en tout genre, et puis évidemment le risque nucléaire que je ne mets pas en premier, je le mets plutôt en dernier personnellement, enfin il existe. Et par ailleurs on a ce qu'on pourrait appeler une non-durabilité sociale, c'est-à-dire le fait que le mode de développement actuel crée davantage de frustration et d'inégalité. Donc ça c'est l'élévation moyenne de la température en France, donc en rouge c'est quand on est en dessous de la moyenne
pense que vous avez tous déjà vu des graphiques de ce genre. Ça, c'est peut-être le pire, le plus flippant, si je puis dire, de tous les graphiques que j'ai en magasin, c'est l'évolution de la concentration en carbone de l'atmosphère. Pourquoi est-ce que c'est le plus flippant? Eh bien, parce qu'on voit que c'est une droite et que jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à la crise du Covid, à vrai dire, qui malheureusement marque un coup d'arrêt, on a pratiquement une droite. C'est-à-dire que tous les sommets, toutes les disputes, tous les engagements qui ont été pris par les uns pour les autres n'ont eu pratiquement pas d'effet sur cette tendance qui est somme toute très, très inquiétante. Pour déclin de la biodiversité, je passe vite, c'est connu, hein, les populations, par exemple les populations d'oiseaux des campagnes françaises réduites d'un tiers en moyenne. Ça, c'est un graphique qui illustre en bleu, c'est les espèces spécialisées qui ont décru 28% depuis 89. Et puis en rouge, c'est les espèces généralistes comme les corbeaux, les merles, enfin toutes les espèces qui s'adaptent à la ville et au milieu, à toutes sortes de milieux qui, elles, s'en tirent plutôt mieux. Ça, c'est aussi un graphique intéressant, tout aussi qui questionne, c'est l'évolution des surfaces artificialisées et l'évolution de la population. Donc on a en bleu l'évolution de la population française et en rouge l'évolution des surfaces artificialisées, c'est-à-dire bétonnées, couvertes de béton, de macadam, etc. Donc 1,4% en moyenne chaque année, c'est absolument considérable. Ça, c'est un autre graphique qu'il faut avoir en tête. On a deux indicateurs pour les émissions de carbone d'un pays. On a d'une part les émissions par habitant sur le territoire national qui font l'objet des engagements internationaux au titre de l'accord de Paris ou de tous les autres accords internationaux. Quand les pays négocient sur des engagements et des objectifs à long terme, en général, ils raisonnent en termes d'émissions par habitant sur le territoire national. Mais il y a un autre indicateur qui est peut-être encore plus significatif, c'est l'empreinte carbone par personne. L'empreinte carbone, qu'est-ce que c'est? C'est le contenu en carbone de tout ce que nous consommons. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que les émissions par habitant, effectivement, elles sont sur une pente qui est plutôt décroissante, hein, pas très rapidement, enfin ça décroît. En revanche, l'empreinte carbone, elle ne décroît pratiquement pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a exporté des activités polluantes en Chine. On importe, on a désindustrialisé, par exemple, la sidérurgie, on a des activités assez polluantes, et on importe des produits de Chine qui sont produits avec du charbon, avec des usines qui polluent. Donc au total, notre empreinte carbone, eh bien, elle a pratiquement pas diminué. Jusqu'à ces dernières années. Bon, ça, j'insiste pas, c'est la répartition de l'empreinte carbone. On reverra ça après de façon plus détaillée. Voilà, ça c'est plus intéressant. Je ne vais pas vous le détailler complètement, mais je vous le laisserai éventuellement, parce que ça vaut le coup de regarder ça. C'est l'empreinte carbone française, donc 12 tonnes de gaz carbonique, et voir comment ça se répartit en alimentation, habillement, le chauffage, la construction et le gros entretien, l'équipement ménager, la voiture. Donc il faut. Et on voit évidemment qu'il y a quelques postes qui méritent particulièrement
particulièrement d'attention, parce que là on voit qu'on peut quand même faire quelques efforts. Par exemple, les ruminants représentent 5,36% de notre empreinte carbone. Et en revanche, les volailles, 0,9%. Donc, le message, c'est manger moins de viande rouge et plus de poulet, c'est bon pour la planète. Après, les poulets, ça pose d'autres problèmes si on s'intéresse au bien-être animal, évidemment. Mais en tout cas, si on s'intéresse à la planète, on voit qu'il y a une grosse différence entre le fait de manger de la viande rouge ou de manger du poulet. On voit que la voiture, c'est un poste important, 16-31%, et surtout, c'est l'usage de la voiture. Donc, changer de voiture pour acquérir, si on roule, mettons, plus de 20 000 km par an, si on a un usage significatif de sa voiture, ça vaut le coup éventuellement de penser pour acheter une voiture qui consomme moins. Par exemple, récemment, j'avais une Peugeot 307 que j'ai changée pour une petite Clio qui est un petit peu moins puissante, mais surtout qui consomme pratiquement 30% de moins de carbone. 30%, c'est quand même intéressant. L'avion, c'est quand même 4%, alors que c'est quand même pas, on ne prend pas l'avion tous les jours. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, tous les postes mériteraient des commentaires, évidemment, mais ce qu'on voit, bien sûr, c'est que, on y reviendra, réduire cette empreinte, eh ben, c'est pas si simple que ça, parce qu'il faut pratiquement s'attaquer à une multitude de problèmes, à la question de l'énergie renouvelable, passer donc, si on a une chaudière au fioul ou au gaz, c'est mieux d'avoir une pompe à chaleur, par exemple. Enfin, tout mérite d'être regardé de près, y compris des postes qui paraissent tout à fait anodins, comme l'habillement, qui représente quand même 6,31% de notre empreinte carbone. Alors ça ne paraît pas... Et là, vraiment, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a de la marge. Quand on ouvre nos placards et qu'on voit effectivement comment on consomme l'habillement, on se dit qu'effectivement, il y a sûrement des progrès à faire. Bon, bref. Est-ce que vous pouvez redire ce que c'est que l'empreinte carbone? Alors, l'empreinte carbone, c'est le contenu, les conséquences en termes d'émissions de tout ce que nous consommons. C'est donc différent de la pollution réalisée sur le territoire, puisque ça intègre le contenu en carbone des objets importés. Typiquement l'habillement qui est massivement importé, et ben ça rentre donc dans l'empreinte carbone. Mais ça se mesure comment? Eh bien, ça se mesure soit par des enquêtes, soit à dire d'experts. On évalue l'énergie consommée dans le processus de production et l'énergie nécessaire pour fabriquer les matériaux, etc. Par exemple, l'empreinte carbone d'une voiture, eh bien, on va regarder les tonnes d'acier, la consommation des machines-outils. Enfin, on procède dans des enquêtes auprès des industriels. Voilà, il y a tout un savoir qui est accumulé. Alors c'est parfois un peu, évidemment, c'est pas toujours une précision extraordinaire. Enfin, comme ça fait l'objet d'échanges internationaux et que les gens quand même travaillent beaucoup sur cette question,
on arrive quand même à des choses relativement fiables. Donc ça, alors là, c'est plus l'empreinte carbone, c'est l'empreinte écologique. Alors on ne va pas rentrer dans les subtilités. L'empreinte écologique, c'est un concept encore plus large qui intègre pas seulement la question du carbone, mais également la consommation des ressources rares, comme les minéraux, c'est, disons, un concept encore plus large que l'empreinte carbone, qui prend en compte l'ensemble des dégradations de l'environnement. Mais en réalité, l'empreinte écologique, elle est composée pour 80% d'empreinte carbone. Bon, ça c'est sans, ça n'appelle pas de commentaire. Le PIB, la courbe plus fine, augmente de manière parallèlement à la consommation des matériaux, c'est-à-dire à l'empreinte écologique, ce qui constitue l'empreinte écologique. Et alors, s'il fallait une preuve douloureuse du lien entre la croissance économique et les émissions de gaz carbonique, et on va la voir cette année, en 2020, puisqu'on a une chute de la croissance mondiale. En tout cas, en France, ça sera de l'ordre de 10%. Je ne sais pas combien ça sera au niveau. Ça sera peut-être 5% au niveau mondial. Et en tout cas, alors je ne sais pas exactement interpréter tous les chiffres qu'il y a dans ce graphique. Ce que je retiens, c'est qu'il y a une estimation d'une chute des émissions comprise entre 5 et 10%. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Une chute des émissions de gaz à effet de serre comprise entre 5 et 10%, due essentiellement à la chute de la croissance, avec quand même un effet particulier qui est le coup de frein sur la mobilité. Or, la mobilité est quand même une source importante d'émissions de gaz à effet de serre, les déplacements, en particulier en avion, donc la chute du transport aérien, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas mauvais pour le climat. Bon, alors j'accélère. Le problème, c'est donc le découplage. Comment est-ce qu'on fait pour créer de la valeur et du bien-être, pour continuer à progresser en consommant moins d'énergie et de matières premières? C'est la problématique du découplage. Ce qui est étonnant, personnellement, ce qui me scandalise, c'est qu'on a des indicateurs de découplage, mais il n'y a pratiquement pas de communication publique sur ces indicateurs. On parle de ce qu'on va faire en matière d'écologie, on va filer l'hydrogène, on va financer des innovations, tout ce qu'on voudra. On dit que la France a atteint une partie de ses objectifs au regard des accords internationaux, mais l'indicateur le plus important pour prouver qu'on est sur une trajectoire, qu'on se rapproche d'une trajectoire durable, cet indicateur, lui, personne n'en parle. Et je ne parle pas seulement des politiques, mais la presse même ne parle jamais de ces indicateurs. L'un de ces indicateurs de découplage, c'est l'intensité énergétique finale de la France, qui est donc le rapport entre la croissance mesurée en euros et la quantité d'énergie consommée. Alors on pourrait faire le même graphique avec non plus l'énergie, mais avec les émissions de gaz à effet de serre, ce qui donnerait une courbe peut-être un petit peu plus, avec une pente un peu plus forte. Toujours est-il que, une fois encore, on voit qu'on a une tendance qui en soi peut paraître plutôt encourageante, puisque l'intensité énergétique de la France
a tendance à diminuer, ce qui veut dire qu'on produit davantage de richesses avec moins d'énergie et encore plus avec moins de carbone, mais simplement ce rythme est insuffisant parce que de toute façon ce rythme c'est 1,3% par an. Or dans le même temps on a une croissance qui est faible mais qui est quand même toujours de moins 1,5 par an. Donc en réalité ce découplage il faudrait le multiplier par 2 ou 3. Donc ça c'est un point sur lequel les politiques de tous bords et les journalistes devraient communiquer davantage, c'est de dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait pour accélérer ce découplage. On a un indicateur qu'on pourrait suivre année après année. Alors, pour ne pas être tout à fait négatif, il y a quand même des choses qui vont bien. Par exemple, l'explosion de l'énergie solaire. Avec là ça va jusqu'en 2016, mais on voit qu'on a une croissance rapide de la capacité installée au niveau mondial, donc en énergie solaire. Ça représente encore qu'une petite partie de l'énergie consommée, mais c'est quand même pas négligeable. Et ça, c'est peut-être encore plus intéressant, c'est la baisse du prix du kilowattheure éolien et photovoltaïque, surtout photovoltaïque. Donc, photovoltaïque, c'est en orange, et éolien, c'est en bleu. Donc on voit que ces deux courbes, au niveau mondial, passent en dessous de l'énergie produite avec le charbon, le gaz, le nucléaire, etc. Alors c'est une courbe qui vaut pour le niveau mondial, mais évidemment, le solaire, il est d'autant plus, il marche d'autant mieux qu'il fait chaud, et donc c'est une moyenne entre les pays d'Afrique pour lesquels l'énergie solaire est hyper compétitive, et puis les pays du Nord pour lesquels c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un peu moins d'ensoleillement. Enfin, on peut quand même retenir l'idée que le photovoltaïque est en train de devenir quelque chose d'intéressant. Alors on objecte souvent à l'encontre du photovoltaïque que les capteurs solaires posent des problèmes de recyclage et des problèmes d'usure, mais en réalité c'est de moins en moins vrai parce que on fabrique maintenant des capteurs solaires qui ont une durée de vie de 25 ou 30 ans, et puis par ailleurs il y a des filières de recyclage qui se mettent en place. Donc si on a une maison dans une région raisonnablement ensoleillée avec une toiture raisonnablement bien exposée plutôt vers le sud, il n'y a pas de doute, c'est un acte civique d'installer des capteurs solaires sur son toit. Mais pour les capteurs solaires, c'est pas pour ça qu'on a besoin d'utiliser des métaux rares. Si, enfin. Ça, c'est pas terrible non plus. Alors, non, les métaux rares, c'est surtout pour les éoliennes. Il y a beaucoup de métaux rares sur les éoliennes. Maintenant, il y en a aussi, il y a surtout du silicium dans les capteurs solaires. Il y a aussi quelques métaux rares. Mais encore une fois, utiliser des métaux rares en soi, ça n'est pas forcément dramatique. Si on a un objet qui dure longtemps et si on a une filière de recyclage qui permet de recycler l'essentiel des métaux rares. Donc il ne faut pas forcément se polariser sur le fait qu'il y ait des métaux rares, il faut regarder ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie, c'est-à-dire combien de temps ça dure et qu'est-ce qu'on fait une fois que ça ne marche plus. Et donc au total, là aussi, je pense qu'on progresse et que ça n'est, enfin de mon point de vue, pour autant que je sache, ça n'est pas rédhibitoire. Ce qui est sûr, c'est que les énergies renouvelables augmentent
trop lentement, hein, parce que l'objectif, il y avait un objectif de 23% de la consommation, la consommation finale d'énergie en 2020. Je n'ai pas le chiffre, hein. Je me suis arrêté en 2017, mais visiblement on n'y est pas. Donc le transport, c'est un enjeu majeur. On voit bien que le transport marchandises augmente au même rythme que le PIB. Bon, je passe vite là-dessus. Ça, c'est pour montrer que les transports en commun n'augmentent pas, la part des transports en commun n'augmente pas vraiment. Très peu. Alors, ça, c'était avant la pandémie. Avant la pandémie, on constatait quand même depuis peu d'années, 3-4 ans, un déclin de l'usage de l'automobile dans les déplacements quotidiens. Mais, par exemple, de 4,7% en 2010 et 2018 en région parisienne. Mais j'ai peur que la pandémie n'aille dans le sens inverse, parce que beaucoup de gens, dont je suis, appréhendent les transports en commun. Alors, ce qui est plus intéressant dans ce qui se passe dans les évolutions récentes, ça c'est vraiment un signe d'espoir, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est le développement du télétravail. Avant la crise, donc, il y avait seulement entre 8 et 17,7% des travailleurs en télétravail. Estimation très imprécise, mais vraisemblablement la France était inférieure à la moyenne européenne qui était supérieure à 9%. Pendant le confinement, on a eu une pratique massive du télétravail, et semble-t-il, j'ai vu ça dans ma source, c'est une étude récente de l'Institut Montaigne, qui m'a un peu étonné quand même, disant que avec le déconfinement, on avait eu un retour à la normale en France, à la normale entre guillemets, c'est-à-dire un retour à du présentiel, comme on dit, beaucoup plus fort en France que dans d'autres pays. Par exemple, à New York n'a retrouvé à la mi-septembre que 27% de sa mobilité habituelle. Amsterdam, 37%, Copenhague, 41%. Donc, contrairement par exemple à Paris et Lyon. Alors maintenant qu'on a une reprise de l'épidémie, le gouvernement de nouveau met la pression pour que le télétravail se développe. Bon, il faut voir comment ça va évoluer. À mon avis, c'est un changement majeur et qui pour le coup est très positif parce que ça veut dire d'abord en termes de fatigue et de mode de vie, ça présente quand même des avantages, même s'il y a aussi des inconvénients en termes de lien social. Enfin, il y a des choses à aménager pour que ça ne présente pas trop d'inconvénients sur le plan social. Mais ce qui est sûr, c'est que sur le plan strictement environnemental, c'est vraiment une excellente chose, parce que ça va diminuer la congestion des villes, ça va diminuer la pollution, ça va diminuer les émissions de gaz à effet de serre, ça n'a que des avantages sur le plan environnemental. Donc je pense que ça fait partie des choses tout à fait intéressantes, et franchement on s'y fait très bien. Ce matin j'ai donné un cours à l'Institut catholique en distanciel, comme on dit maintenant. Bah, finalement, au début, on est un peu stressé, on a peur de ne pas bien maîtriser tout le truc, mais une fois qu'on s'y est fait, je pense que ça va très bien. Je me fais l'avocat du diable. Est-ce que ça augmente, qu'est-ce que ça donne au niveau de la pollution numérique? Alors, bien sûr, il y a moins de déplacements, les gens restent chez eux, ne sortent pas leur voiture, mais est-ce qu'il y a des études qui ont mesuré, c'est vraiment une question, juste, qui ont mesuré si du coup, par contre, ça faisait un peu exploser la pollution numérique avec les gens qui ne travaillent plus qu'avec leur ordinateur, enfin, vous voyez, oui, mais
Non, parce que les gens qui travaillent sur ordinateur chez eux, ils travailleraient sur ordinateur à leur bureau. Oui, j'ai un problème à poser. Je connais très bien le télétravail depuis plus de 30 ans, parce que j'étais parmi les premiers à piloter l'ensemble d'un groupe comme Intermarché sur les écrans chez moi. L'inconvénient du télétravail, c'est que les gens ne peuvent pas, dans le système Internet actuel, protéger des secrets professionnels et individuels. En fait, si on met le télétravail en marche normale, n'importe qui peut aller chez quelqu'un et le menacer pour avoir le secret professionnel. Et ça, c'est la cybersécurité sur les réseaux, c'est extrêmement important. Mais il y a beaucoup de problèmes, c'est sûr. Par exemple, laisser l'intervenant exposer, on posera des questions après. Non, mais cette question est juste, je ne suis pas un spécialiste, mais j'imagine qu'on peut. Très dangereux. Oui. Si on laisse faire le télétravail comme ça, oui, je suis d'accord. Les gens trichent, tout ça. Il faut un système de police qui contrôle tout. On a des d'accord, on y reviendra dans la. On peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, on fait n'importe quoi. Je suis d'accord. On fait n'importe quoi. C'est ça, la pollution numérique, c'est rien du tout. C'est Ayatollah Vert qui sont contre le 5G, sans rien connaître. Ce sont des gens qui disent n'importe quoi. Bon, il y a des gens plus calés que moi qui s'intéressent à ça. Je ne suis pas spécialiste de la sécurité informatique. Il y en a d'autres qui se sont penchés sur la question. Vous savez, aujourd'hui, on va pas parler de ça parce que d'abord, c'est pas mon sujet. Alors, donc les voitures mieux utilisées, ça c'est plus de covoiturage, donc ça aussi ça fait partie des évolutions intéressantes. Là pour le coup, j'espère que la pandémie n'y mettra pas un coup d'arrêt parce qu'évidemment les gens hésitent plus à prendre des voyageurs dans un petit espace confiné. Donc, il faudra voir si cette tendance continue, mais en tout cas, pandémie mise à part, on a là typiquement un comportement qui est à... il y a plein de manières d'agir, hein, mais évidemment, si on a besoin de continuer à se servir d'une voiture, eh ben, il faut d'une part essayer d'avoir une voiture qui consomme peu. Alors, très important, très sous-estimé, puisqu'on parle de ces points de transport, ce qu'on appelle la conduite écologique, c'est-à-dire le fait de conduire en douceur, de ne pas conduire trop vite. Par exemple, si vous n'êtes pas trop pressé et vous êtes quand même obligé de prendre l'autoroute parce que vous n'avez pas envie de prendre des petites routes, prenez l'autoroute, vous roulez à 120 au lieu de rouler à 130. Ça fait une différence considérable en termes de consommation. Si vous évitez de faire rugir votre moteur dans les montées, ça fait des économies considérables. Donc c'est un enjeu qui paraît mineur. Mais l'écologie, enfin les efforts, quand on regarde les choses un peu sérieusement, on voit qu'on est confronté à une multitude de fronts. Il faut avoir une conscience écologique qui soit suffisamment prégnante sur tous nos comportements pour nous amener à faire des efforts multiformes pour l'instant. Avec bien sûr la question de savoir si les technologies vont
résoudre une partie de la question, mais de toute évidence, elles ne résoudront pas tout. Donc, il est très important de penser pas seulement à ces petits gestes quotidiens, mais à ces manières de faire. Par exemple, quand on se sert d'une imprimante, faire des recto verso plutôt que de faire uniquement des rectos, enfin des petits trucs comme ça. Un sujet de réflexion très important, c'est de savoir si on est obligé de raisonner en termes de croissance économique et si on ne peut pas penser le bien-être autrement qu'à travers la croissance économique. Donc ça, c'est un graphique que j'ai emprunté à la Banque mondiale qui montre bien qu'on peut concevoir la question du découplage avec plein de niveaux différents. Au fond, le but du jeu, c'est d'écarter au maximum toutes ces courbes. Et on voit donc qu'il faut écarter le jaune et l'orange, c'est-à-dire avoir une conception du bien-être humain qui dépendent aussi peu que possible de la croissance de l'activité économique, c'est-à-dire dissocier le bien-être de la croissance marchande, en quelque sorte. Ensuite, dissocier la croissance marchande de la quantité de ressources qu'on utilise. Et puis enfin, dissocier la croissance et la consommation des ressources de l'impact environnemental, c'est-à-dire consommer des ressources si possible, qui ont un faible impact environnemental. Donc c'est intéressant de voir qu'on a quand même plusieurs choses sur lesquelles on peut jouer. Donc, bien entendu, il y a une partie d'investissement là-dedans. Hein, une des choses dont il faut se réjouir, parce qu'il y a quand même des choses dont il faut se réjouir dans la prise de conscience actuelle, c'est que l'Europe a pris la mesure du problème et on a ce Green Deal au niveau européen qui a été lancé par Ursula von der Leyen, donc ce programme massif d'investissement qui sera en grande partie constitué d'investissements liés à l'écologie et au climat. Alors, bien entendu, les écologistes disent, bon, sans raison, qu'il y a des limites, hein, c'est pas la vraie révolution, on n'y est pas encore. Hein. Mais ce qui est nouveau, c'est que jusqu'ici, en particulier au niveau européen, on avait une véritable schizophrénie, une dichotomie. On a d'une part des politiques économiques, politiques de croissance, politiques d'investissement, avec des objectifs formulés en termes économiques, et puis d'autre part, une direction chargée de l'environnement qui produisait des normes réglementaires pour protéger l'environnement, pour fixer des normes, etc. Mais la synthèse entre les deux n'était jamais faite. Or là, pour la première fois, on a une première tentative, je dirais, pour articuler une politique économique, pour plutôt reformuler une politique économique de telle manière qu'elle soit aussi, qu'elle aille dans le sens du développement durable. Alors, l'économie verte, c'est tous les investissements, tout ce qu'on peut faire qui relève de la technique, de l'investissement, de nouvelles dépenses, etc., pour isoler les logements, développer les énergies renouvelables, l'hydrogène, le stockage, les batteries, le stockage de l'énergie, les infrastructures de transport collectif, la transformation de l'agriculture. Alors évidemment, ça pose un problème de financement et ça pose un problème de retour sur investissement. Et c'est là où on voit tout l'enjeu de la fiscalité carbone. Parce que investir, même en étant subventionné, si cet investissement n'a qu'une faible rentabilité financière, c'est pas très motivant. Ça ne le devient que si on a un signal prix qui indique
qu'on est dans la bonne direction. Je prends un exemple très personnel. J'ai une maison dans le Vercors, personne n'est parfait, et j'ai, par pure conscience écologique, j'ai changé ma chaudière au fioul pour une pompe à chaleur. Je ne vais pas vous donner les chiffres exacts, mais ce qui est clair, c'est qu'au prix actuel du fioul et de l'électricité, c'est un investissement qui ne sera rentable que quand je serai mort et enterré depuis quelques années, largement, et qui ne pourrait devenir à peu près sensé sur le plan économique que si une taxe carbone multipliait par 2 le prix du fioul domestique. Donc voilà, quand on pose le problème de la taxe carbone, il faut avoir ça présent à l'esprit, c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin d'un signal prix, parce que financer les investissements, ça ne peut pas être la solution. On peut pas, même du point de vue de celui qui réalise l'investissement, même si on m'avait dit, l'État m'avait dit, je vous paye la totalité de votre pompe à chaleur, mais c'est pas satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, c'est de faire un investissement dont on peut mesurer la rationalité en quelque sorte. On peut voir qu'on a fait quelque chose qui n'est pas complètement idiot. Et ça passe par le signal prix. S'il n'y a pas un signal prix sur l'énergie, sur les énergies carbonées, il ne se passera rien. Il ne se passera rien ou pas grand-chose. Donc, toute cette histoire de gilets jaunes, évidemment, on comprend bien pourquoi les gilets jaunes se sont opposés à la hausse du prix de la taxe carbone. Ils ont leur raison, bien sûr, raison sociale. Ils voient bien qu'il y a des injustices, ils ont des problèmes réels, mais n'empêche, sur le fond, il faut dire et répéter que la question du signal prix, et donc de la fiscalité écologique, c'est une question absolument incontournable. On a bien sûr d'autres outils comme le rôle de l'épargne socialement responsable, la pression qu'exercent certains fonds de pension éthiques, en quelque sorte, sur les entreprises pour qu'elles renoncent, par exemple, à investir dans le charbon ou dans l'exploitation pétrolière, qu'elles produisent des indicateurs pour montrer que les investissements financés vont dans le bon sens, etc. Bon, mais tout ça, ça ne suffira pas si on ne l'inscrit pas dans une perspective globale qui lui donne du sens. Et il faut avoir une vision d'ensemble de ce que pourrait être une économie écologique. Une économie écologique, c'est une économie qui serait vraiment fondée sur un certain nombre de principes, d'économie des ressources rares, de privilégier l'utilisation des ressources renouvelables, d'inscrire l'activité humaine dans des processus cycliques auto-entretenus de réparation, de maintenance, de recyclage en boucle courte, de créer des interdépendances mutuellement avantageuses entre les acteurs économiques, ce qu'on appelle la symbiose, et enfin d'accroître la complexité informationnelle à énergie constante. Et pourquoi qu'est-ce qu'on voit derrière ces principes? On voit tout simplement l'imitation de la nature. C'est-à-dire qu'est-ce qui assure la résilience, la stabilité, la durabilité des processus, des systèmes naturels? Et bien finalement, c'est leur capacité à mettre en œuvre des principes de ce type. Donc d'une certaine manière, l'écologie, c'est reconnaître humblement que l'humanité, elle est accrochée à la Terre. Pour l'instant, on ne va pas coloniser. Il y a peut-être Elon Musk qui rêve de coloniser Mars, mais en tout cas, ce n'est pas de mal à veille. Et ce n'est pas de mal à veille que même s'il y a une colonie sur Mars, elle nous libérera de notre dépendance aux ressources de la Terre. Donc, si on est
terrien, ça veut dire qu'on est soumis, d'une certaine manière, à des lois qui sont celles des écosystèmes terrestres. Et ces écosystèmes terrestres, eh ben, c'est la vie, c'est le vivant, et en particulier, un aspect très important du vivant, c'est la photosynthèse. Ce que beaucoup de gens oublient, parce qu'on vit dans un univers de béton, de technique, etc., c'est que 90% de nos ressources les plus vitales, que ce soit l'alimentation ou l'énergie, au jour d'aujourd'hui, dépendent de la photosynthèse. Pour l'alimentation, c'est évident, et bien sûr, les énergies fossiles, c'est de la photosynthèse stockée dans le sol pendant des décennies. Et le bois, c'est de la photosynthèse. Enfin, il y a énormément de choses qui dépendent de la photosynthèse. Donc voilà, le principe, c'est essayons de concevoir une économie circulaire qui ressemble finalement au cycle naturel. Alors l'économie circulaire, au sens réduit du terme, ça consiste à optimiser le cycle des matières et de l'énergie, donc économiser et recycler les matériaux, allonger la durée de vie des biens, et au sens large, optimiser l'usage social des biens en les mutualisant ou en leur donnant une seconde vie. Favoriser le réemploi, la réutilisation, la réparation, la mutualisation. Donc, les vides-greniers, le troc, les Fab Labs, il y a de la réparation. Et puis on voit que quand on regarde vers les industriels, il y a un enjeu absolument central qui est ce qu'on appelle l'éco-conception des produits, c'est-à-dire contraindre les industriels à produire des biens qui durent longtemps, qui sont réparables, où on trouve les pièces détachées facilement, qui sont modulables, dont les matériaux sont facilement réutilisables, etc., etc. Et là, je vais vous dire, il y a de la marge. J'ai étudié un peu ces questions-là quand j'étais au ministère de l'écologie. C'est vraiment une question de volonté pour une bonne part. C'est-à-dire qu'on saurait aujourd'hui faire des objets qui durent très longtemps, qui seraient facilement réparables. C'est la plupart du temps tout à fait possible. Et ce qui est intéressant, c'est que l'économie circulaire crée un besoin de coopération au sein des filières industrielles, parce que justement, il faut qu'il y ait entre les filières de recyclage et les filières industrielles une symbiose, il faut qu'il y ait une coopération technique en quelque sorte entre ceux qui fabriquent les biens et ceux qui ensuite les recycleront, les réutiliseront, etc. Et tout ça, ça ne peut se faire qu'au niveau des branches industrielles, ce qui suppose que les branches soient obligées de s'entendre. Alors, ça n'est pas de la politique fiction, puisque d'ores et déjà, les filières industrielles, les secteurs industriels sont collectivement responsables de financer des activités de dépollution, de recyclage, etc. Bon, ça c'est un graphique qui illustre les différents aspects du recyclage, donc depuis l'offre des acteurs économiques, ensuite la demande et le comportement des consommateurs, et ensuite la gestion des déchets, avec un aspect important pour le consommateur qui est évidemment la consommation responsable, c'est-à-dire se porter vers les biens qui sont les plus qui ont le moins d'impact, donc qui ont été éco-conçus, qui sont labellisés écologiques, etc. Avec un énorme problème, c'est la prolifération des labels, évidemment. Il y a tellement de labels qu'il y en a des bons, il y en a des moins bons. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais c'est évidemment un axe. Un autre axe, c'est la dématérialisation des besoins et l'approche centrée sur les usages. Donc il faut autant que possible remplacer l'achat des biens par l'utilisation de services liés à ces biens.
c'est ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, mais ça renvoie aussi à certaines formes d'économie collaborative. Bon, typiquement, c'est le Vélib ou plutôt libre ou des choses comme ça, qui sont des services où on essaye de faire en sorte que les gens, plutôt que d'acheter un vélo ou d'acheter une voiture, utilisent un service. L'avantage écologique est évident, c'est qu'on a un bien qui produit davantage de services et qui ensuite, et qui en outre peut être éco-conçu pour faciliter donc, le partage, un entretien simplifié, etc., etc. Et là aussi, je pense qu'il y a évidemment beaucoup de marge. Ce qui est intéressant, c'est l'évolution des consommateurs. Ça, c'est une enquête du Crédoc qui montre qu'au moment de la crise de 2008, après la crise de 2008-2009, on a eu un véritable basculement dans le changement des consommateurs. Quand on demande aux gens, l'important c'est de pouvoir utiliser un produit plutôt que de le posséder, eh bien on voit que ils étaient 35% en 2009 et c'est passé à près de 80%. Et ça reste maintenant à des niveaux très élevés, donc ça prouve quand même qu'il y a des évolutions. Bon, je vais passer vite parce que vraiment, le temps passe trop vite. Je voulais développer tout ce concept à travers toute la nébuleuse de l'économie collaborative, où il y a évidemment le bon et le moins bon. Il y a l'ubérisation qui s'apparente à du dumping fiscal, mais il y a quand même des pratiques beaucoup plus vertueuses de coopération, comme Blablacar, Wikipédia, les hypercafés. Alors là, on retombe sur la question Internet, évidemment, hein, ça repose sur Internet, bien sûr, mais de toute façon, Internet, on est dedans maintenant, on a vu à quel point on ne pouvait pas vivre sans Internet pendant la pandémie, et je pense qu'il faut se faire à l'idée qu'on va être très dépendant d'Internet, mais ça offre évidemment des possibilités tout à fait intéressantes pour développer les échanges pair à pair, c'est-à-dire des échanges entre consommateurs pour mutualiser des biens, mutualiser des savoir-faire, réutiliser les produits, etc. Et tout ça, évidemment, qui repose sur la mobilisation de ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire la capacité à coopérer, à faire confiance aux autres, eh bien, ça peut être tout à fait vital d'un point de vue écologique, évidemment. Bon, ça c'était une typologie qu'on voit, ça date déjà de 2-3 ans, donc c'est moins pertinent. C'était une enquête sur les différents acteurs de l'économie collaborative, où on voit que ça concerne un peu toutes sortes de choses, hein, le crowdfunding, le financement, le logement, les déplacements, l'équipement, avec la mutualisation des outils, par exemple, les échanges de services, et puis aussi l'habillement. Il y a aussi des formules pour permettre aux gens d'échanger leurs vêtements, puis la culture, etc. Bon. Ce qui est intéressant, c'est que ça repose, les motivations sont intéressantes, parce que c'est à la fois le pouvoir d'achat et à la fois les choix sociétaux, c'est-à-dire la volonté de limiter le gaspillage, et également le lien social. Alors, tout ça, pour que ces pratiques se développent et pour que nous soyons nous-mêmes, bon, vous voyez bien que tout ça renvoie à l'ensemble à des responsabilités qui sont à prendre par l'ensemble des acteurs sociaux. Il faut que les entreprises développent de nouveaux modèles d'affaires centrés sur les services, qu'elles développent l'éco-conception, qu'elles se responsabilisent beaucoup plus fortement sur l'impact environnemental et énergétique de ce qu'elles produisent. Il faut que les citoyens changent de comportement et modifient leur modèle de consommation, mais évidemment ils ne peuvent pas le faire tout seuls.
ils ne peuvent pas le faire si on ne les guide pas, si on ne les oriente pas, si on ne les informe pas sur ce qui est bon et ce qui est moins bon. Alors tout ça suppose un autre cadre institutionnel. Alors au niveau le plus élevé, il y a des propositions qui ont été faites, notamment par le philosophe Dominique Bourg, pour instituer les droits des générations futures, c'est-à-dire donner aux générations futures un droit de regard, en quelque sorte, sur nos décisions, à travers, par exemple, ce qu'il a appelé une académie du futur, une assemblée d'experts, de citoyens, qui serait chargée de porter un jugement sur toutes les décisions publiques, les projets de loi, projets de décret, etc., en regardant le point de vue des générations futures. Bon, ça peut paraître utopique, mais quand même c'est une idée qui n'est pas folle en elle-même. Un aspect très technique, mais qui est très important, c'est évidemment toute la normalisation. C'est le nerf de la guerre en écologie, c'est la normalisation. Et ça se passe à Bruxelles essentiellement aujourd'hui. Il faudrait que les associations de consommateurs et les associations écologiques soient beaucoup mieux armées, beaucoup mieux formées, qu'elles aient beaucoup plus de moyens pour faire du lobbying efficace à Bruxelles, pour faire avancer des normes d'éco-conception, pour imposer donc la production d'objets qui soient peu consommateurs d'énergie, réparables, recyclables, etc. Il y a les incitations économiques, c'est fondamental, il faut prendre parti résolument pour une fiscalité écologique, en sachant que ça posera des problèmes sociaux et que donc il faudra qu'il y ait des contreparties sociales pour éviter que, évidemment, ça que des gens ne puissent plus s'en sortir, par exemple, s'ils ont absolument besoin de leur voiture pour aller travailler, s'ils habitent à 80 km de leur travail, s'ils habitent en plus dans une passoire thermique, ils ont évidemment, ils ne pourront pas supporter une augmentation du prix de l'énergie, mais de toute façon, elle arrivera un jour. Donc il faut les aider à s'adapter, et il faut aller vers une fiscalité écologique qui donne aux gens un signal fort. Il faut qu'il y ait une finance durable, mais il faut la sécuriser. Il faut que quand on dit aux gens venez financer mon entreprise ou mon fonds d'investissement, etc., c'est un fonds ouvert, etc. Bon. Il y a eu déjà des choses pour normaliser, pour labelliser la finance, mais il faut bien sûr aller encore plus loin, communiquer pour que les gens aient une vision beaucoup plus claire de l'endroit où ça vaut vraiment la peine de mettre leur épargne plutôt que dans ce qui rapporte le plus. Donc, développer et privilégier les nouveaux modèles d'affaires centrés sur l'usage et la mutualisation des biens, donc les entreprises qui développent la mutualisation, les échanges de services, la location, etc. Donc, essayer d'innover de telle façon qu'on ait des entreprises qui soient structurellement construites pour avoir intérêt, en quelque sorte, à développer des services plutôt que de vendre des objets jetables. Et développer des critères de performance et de progrès, des nouveaux indicateurs de bien-être à la place du PIB, des indicateurs de qualité de la vie, des indicateurs de soutenabilité, puis communiquer là-dessus. Tout ça a une dimension culturelle. Il faut développer, grâce à la formation dès le plus jeune âge, développer, et de ce point de vue-là, ce que vous faites ici avec une exposition, c'est très bien, c'est comme ça qu'à travers des images, que la conscience écologique pénètre. Il faut qu'elle pénètre dès le plus jeune âge, une conscience de respect du vivant, une conscience de notre fragilité, de notre interdépendance avec l'ensemble des écosystèmes.
développer un nouvel imaginaire économique et technique, c'est-à-dire développer une nouvelle idée de ce qu'est l'excellence et de ce qu'est la performance. Aujourd'hui, notre idée de la performance, c'est produire plus et consommer plus, et avec des indicateurs qui sont des indicateurs de productivité. Il faut développer une nouvelle manière de concevoir l'excellence économique, comme reprendre l'économie au sens du verbe économiser. Quand on parle d'économiser, ça veut dire comment est-ce que j'arrive à faire mieux avec moins de moyens. Et il faut que d'une certaine manière, toute l'économie devienne recentrée sur la question comment est-ce qu'on répond à des vrais besoins avec moins. C'est maintenant là, ça la vraie question qui devrait imprégner en quelque sorte toute notre imagination et toutes nos mentalités. Développer une culture de la coopération, donc développer l'éducation, développer le contrôle social. Il faut prendre l'habitude de s'autoriser à faire des remarques quand des gens jettent des canettes de bière dans la rue ou quand des gens ont des comportements manifestement non écologiques. Il faut aller en Suisse pour voir ce que ça veut dire. Alors, c'est pas toujours très agréable. J'ai un fils qui a vécu à Zurich et le contrôle social, c'est pas de la tarte. Mais néanmoins, le résultat, c'est que l'eau de la rivière qui passe dans la ville est suffisamment propre pour que quand il y a une canicule, les gens ils descendent de chez eux au caleçon, ils vont se baigner dans la rivière qui passe en milieu de la ville parce qu'elle est pleine de poissons et parfaitement transparente. Donc, enfin, je donne cet exemple-là parce que je l'ai vécu, mais la Suisse est intéressante parce qu'il y a des choses qu'on n'aime pas très bien dans le côté un peu maniaque des Suisses, mais en même temps, il montre que la question d'écologie, elle est liée à la question du contrôle social, c'est incontournable. Il faut apprendre entre nous à se réprimander sur les questions écologiques. Voilà. À se discipliner soi-même. Oui, mais je veux dire, comment dire, il y a un nom pour ça, c'est le discernement fraternel. Enfin, la correction fraternelle. Mais évidemment, quand on le fait, il faut commencer par soi. C'est évidemment qu'on ne va pas reprocher quelque chose aux gens si on ne le fait pas soi-même. Et puis donc, tout ça suppose des valeurs, des principes éthiques. Je mentionne par exemple le principe responsabilité du philosophe Hans Jonas, dont on pourrait retrouver des versions à peine modifiées ou équivalentes dans l'encyclique Laudato Si, mais que Hans Jonas a formulé de manière très philosophique, disons, comme ne rien faire qui puisse mettre en cause la pérennité d'une vie consciente sur la Terre. Il a dit, aujourd'hui, ça devrait être le principe numéro 1, c'est penser toujours aux conséquences de ce qu'on fait sur la vie possible des générations futures. Malheureusement, je vais terminer là par 2-3 choses que je développe davantage dans mon dernier livre et qui sont plus d'ordre philosophique. Vous avez 3 minutes encore. Vous avez 3 minutes avant la discussion. Il faut quand même. Je m'aperçois que j'ai été un peu long. On voit que l'écart est croissant entre l'esprit de solidarité et de responsabilité dont nous aurions besoin et ce que l'on observe chaque jour sur tous les continents, avec les populismes, tendance au repli sur soi, les regains de passion identitaire, nationalisme, fondamentalisme religieux, irrédentisme régionaux. Tout ça ne va pas dans le sens de la coopération et de la responsabilité collective. Les tensions géopolitiques, la course aux armements, il n'y a rien de moins écologique qu'un char d'assaut, construction de murs, etc. Individualisme exacerbé, consumérisme, myopie des marchés. Par exemple, on voit que les marchés baissent quand la victoire de Donald Trump devient moins certaine, moins probable. Bon, ça laisse un peu rêveur sur la capacité des marchés à être vraiment des vigies de l'avenir, etc. En réalité, beaucoup de choses semblent aller dans le mauvais sens. Et je lisais, en survolant rapidement la nouvelle encyclique de François, et beaucoup de choses que j'indique ici sont
sont tout à fait parallèles à ce qu'il mentionne dans son encyclique. Il y a des choses effectivement qui paraissent aller dans le mauvais sens. Et donc on peut se demander comment ne pas désespérer. Et c'est là qu'il faut peut-être revenir aux leçons de la crise sanitaire. La crise sanitaire, elle nous apprend des choses très importantes. La première, c'est que l'inattendu peut se produire. C'est-à-dire qu'on fait des scénarios, on se projette, et puis il y a un événement qui arrive, qui était tout sauf attendu, même si Bill Gates l'avait prévu. Enfin, pour la plupart des gens, c'est une surprise. Si on avait fait en 2000, il y a un an, c'était projeté dans l'année 2020, il est probable qu'on n'aurait absolument rien vu de ce qui s'est passé. Ce qu'on voit, c'est qu'une situation de crise suscite des comportements qui, au moins dans un bon nombre de cas, sont des comportements altruistes, et on constate également un regain de créativité sociale. Par exemple, la rapidité avec laquelle le télétravail s'est développé. On a également ces choses absolument extraordinaires d'orchestres qui ont enregistré des musiques pendant le confinement, des gens qui ont réussi à faire de la création collective en étant chacun confiné dans leur appartement. Donc je donne cet exemple, il est un peu anecdotique, mais on voit bien que les situations de crise provoquent et suscitent, nous amènent à faire des choses qu'on ne se croirait pas forcément capable de faire. Et on voit qu'un changement complet de mode de vie ne relève pas forcément de la politique fiction. C'est-à-dire le fait de rester chez soi pendant 2 mois, c'était tout à fait... Ça n'entrait dans aucun scénario de prospective sociale. Alors c'est pas forcément quelque chose d'heureux, c'est pas forcément comme ça qu'on a envie de voir l'avenir, c'est juste un exemple. En revanche, le fait que grâce au Covid, les entreprises se disent, après tout, les voyages d'affaires, c'est peut-être pas toujours nécessaire, on peut peut-être les limiter drastiquement et faire beaucoup plus de choses en téléconférence et se déplacer vraiment quand on en a vraiment besoin, ça par exemple, c'est une vraie révolution. Si sans le Covid, ça ne serait jamais arrivé. Donc, il faut se préparer à des grands changements en sachant que probablement nous y serons un peu poussés par les événements qui seront peut-être parfois dramatiques et qui nous pousseront dans nos retranchements et nous emmèneront là où nous ne pensions pas pouvoir aller. Enfin, moi, c'est ma conviction profonde et j'ai développé ça dans mon dernier livre en m'appuyant sur une philosophie de l'événement porteur de sens et en partant du constat que les réalités les plus signifiantes dans l'histoire comme dans nos vies se révèlent à travers des événements inattendus et parfois inconcevables. Alors, en m'inspirant de la philosophe Hannah Arendt, je développe le paradigme de la naissance, le paradigme de l'événement inattendu qui apporte au monde un sens, une réalité qui n'existait pas et qu'on ne pouvait absolument pas anticiper. Et donc le concept philosophique d'événementialité du sens, dont on découvre qu'il y a une pertinence en philosophie des sciences pour rendre compte en quelque sorte de l'évolution des systèmes et de la manière dont nous pensons, dont nous nous situons par rapport à l'évolution des systèmes complexes. Et ça renvoie également, évidemment, au caractère événementiel de la révélation judéo-chrétienne, dont pour les chrétiens, les 2 fêtes les plus importantes sont Noël et Pâques, qui sont d'une part la fête de la naissance et d'autre part la fête de la 2e naissance. Chaque fois, c'est l'événement inattendu qui révèle, qui apporte le sens nouveau. Et il faut, et là je m'inspire de René Girard, qui a défendu toujours un point de vue apocalyptique sur l'histoire,
Apocalyptique, pas forcément au sens de la fin du monde, mais au sens où apocalypse signifie révélation, dévoilement, ouverture sur l'inattendu, acceptation du fait que nous ne maîtrisons pas tout et que probablement, quelles que soient nos bonnes intentions, nous serons probablement dérangés par des évolutions qui nous amèneront à être beaucoup plus créatifs que nous l'imaginons. En 1798, quand, au propos de la Révolution française, je ne prends pas ça comme une apologie de la Révolution française, c'est pas le débat, hein, je ne veux pas qu'on ne se méprenne pas, mais la citation est intéressante. Il dit: un tel phénomène dans l'histoire de l'humanité ne s'oublie plus parce qu'il a révélé dans la nature humaine une disposition et une faculté pour le mieux, telle qu'aucun politique n'aurait pu, avec toute sa subtilité, la dégager de la marche des événements jusqu'à ce jour. Donc c'est quand même une citation intéressante. En guise de conclusion, même si l'idée d'Apocalypse évoque spontanément celle de fin des temps, on peut défendre l'idée qu'une pensée apocalyptique, entendue comme une pensée de l'ouverture du temps et de l'événement créateur de sens, est la seule qui puisse nous permettre de recouvrer une espérance qui ne soit pas fondée sur des anticipations illusoires. Cette pensée n'incite pas à l'inaction, elle invite au contraire à se préparer activement à de grands changements, tout en sachant que ceux-ci nous surprendront, comme le virus qui vient de bouleverser nos vies, et qu'ils susciteront des actions dont nous ne nous croyons pas capables. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, merci pour votre intervention. J'avais une question tout au long de votre intervention par rapport à. Je pensais notamment à un four que qui était en panne chez moi. J'ai voulu faire réparer chez Darty. Et ils m'ont dit, mais non, on ne répare pas, on vous le change. C'est beaucoup plus cher de vous le réparer que de le changer. Et si j'ai bien compris, c'est un petit four qui est produit en Chine et qui, effectivement, vu les salaires là-bas, coûtait 300 par rapport à ce qui coûterait ici. C'est vrai que c'est très choquant quand confronté à ça, mais c'est un four qu'effectivement j'ai payé pas très cher et je ne comptais pas payer beaucoup plus. Je ne sais pas s'il y avait même des fours réparables dans l'eau, mais c'est une problématique que je ne vois pas comment résoudre dans tout ce que vous avez expliqué. C'est le fait que les salaires en Chine sont extrêmement bas, ou en Chine, dans tous ces pays, en Inde, en Asie du Sud-Est, et que tout ce qu'on importe de très polluant, c'est d'abord parce que c'est beaucoup moins cher. Et qu'on n'a pas résolu ce problème pour le moment. Non, mais vous êtes là au cœur de la question de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses à faire. Alors, il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises pour étendre la garantie du metteur sur le marché de 6 mois à 2 ans. C'est-à-dire que s'il y a un objet qui dysfonctionne dans un délai, autrefois c'était 6 mois et c'était porté à 2 ans, dans un délai de 2 ans, le metteur sur le marché est obligé d'assurer une garantie, de le reprendre, etc. Donc ça se voulait être une incitation pour produire plus durable. Mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. C'est le sens de mon exposé. C'est-à-dire qu'il faut véritablement des normes d'éco-conception qui imposent la réparabilité chaque fois qu'elle est raisonnable. Chaque fois qu'elle est raisonnable. Alors, pour la petite histoire, quand nous avons fait un rapport il y a quelques années, quand j'étais à l'inspection générale du ministère de l'écologie, sur ces sujets-là, et on a discuté avec la chargée du développement durable de la Fédération des fabricants de matériel ménager. Et tout ce qu'elle a trouvé comme argument, c'était de dire, vous comprenez, si on permet aux gens de démonter leur fer à repasser,
il va y avoir des accidents, des gens qui vont s'électrocuter, etc. Donc il n'est pas question, etc. En réalité, cette réponse était complètement bidon, parce que c'est évident qu'on peut quand même trouver des parades à ce problème. Bon, enfin bref, toujours pour dire qu'il y a d'une part la normalisation, il faut être très volontariste, et c'est techniquement possible. Et deuxièmement, il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé, c'est le développement des activités de réparation avec des problèmes de charges sociales qui sont allégées. Enfin, il y a des mesures à prendre aussi pour favoriser le développement d'activités de réparation. Alors, ça se fait un peu de manière associative. Il y a tous les Repair Cafés. On voit dans les Repair Cafés des gens qui développent un outillage spécial qui n'est pas donné par le constructeur. Ils fabriquent eux-mêmes des pinces pour pouvoir démonter des moteurs ou des objets qui ne sont normalement pas démontables. Donc, mais là aussi, les pouvoirs publics devraient être plus punchy et volontaristes pour aller dans cette direction. Il y a la question des circuits courts aussi, par rapport à ces achats. Quand on a une usine Minex qui ferme à Alençon, on dit, et que pendant ce temps on achète des tas d'électroménagers qui viennent de Chine, c'est plus facile de faire réparer un truc qui a été produit sur place, un truc qui vient du monde et qui en plus a pris l'avion. Ouais. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que la pandémie a reposé clairement cette question des circuits courts, de la sécurisation des approvisionnements, notamment en matière de médicaments, mais pas seulement. Et par ailleurs, on s'est aperçu que, évidemment, l'accroissement exponentiel des flux de personnes, de matières, etc., accroît globalement la vulnérabilité, ne serait-ce qu'à cause de la transmission des virus, mais pas seulement. Donc on est dans un climat qui effectivement, est favorable à toute une réflexion sur la relocalisation de certaines activités. Donc c'est un point qu'il faut faire avancer aussi. Vos réponses, elles sont beaucoup sur l'incitation, enfin le rôle que doit avoir l'État dans l'incitation. Je suis d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un concept de arrêter de vouloir que tout soit pas cher? C'est pas possible en fait. Ce qui est chinois, c'est pas cher, mais à quel prix social pour la Chine en fait? On veut toujours moins cher. Et je sais pas si oui, possible. alors dans certains cas, la durabilité est un bon choix. J'ai pas mis des chaussures très luxueuses aujourd'hui parce que je suis venu à pied, mais j'ai chez moi une paire de chaussures Mephisto que j'ai payé relativement cher, mais que j'ai porté presque tous les jours pendant une bonne quinzaine d'années. Et pareil, à la campagne, j'ai des sandales que j'ai achetées au Vieux Campeur, mais qui sont absolument inusables. C'est le genre de chaussures qu'on peut porter toute sa vie. J'ai arpenté les sentiers caillouteux pendant des années avec des espèces de sandales, je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais elles sont à peine usées, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a, dans certains cas, on pourrait avoir dans certains cas un vrai intérêt économique à avoir des biens durables. Alors évidemment, il y a l'aspect mode, tout ça, on aime bien changer de vêtements. Alors après, il y a des gens qui imaginent qu'on pourrait troquer, au moins quand on va en soirée, par exemple, qu'on veut être un peu déguisé, ben, on emprunte des vêtements pour la soirée. Bon, je ne sais pas si ça se développera. J'ai entendu une fois une dame qui
disait qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter de la mauvaise qualité. Et Oui. je trouvais que finalement c'était une bonne réflexion parce qu'elle achetait des produits de bonne qualité qui devaient durer. Pour un certain type de produit, c'est certainement intéressant de raisonner comme ça. Peut-être pas pour tout, mais en tout cas pour l'habillement sûrement. Moi, j'avais une question par rapport à tout ce que vous avez exposé. Naturellement, et on le sait tous, que le système économique, le système en tout cas capitaliste dans lequel nous sommes, ne nous encourage pas au niveau individuel, au niveau citoyen, mais au niveau, je dirais, purement capitaliste. Quand on place de l'argent dans une entreprise, on sait que la mission de l'entreprise est de faire du bénéfice et de faire de l'argent. Tant qu'on sera dans cette, je dirais, dans cette philosophie-là, il me semble difficile de sortir malheureusement de cette voie catastrophique dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'une incitation ne viendrait pas, la pression ne viendrait pas des États, donc des actes politiques vraiment posés, imposer aux industriels effectivement de revoir leur statut, comme l'a fait peut-être Danone aujourd'hui en s'inscrivant dans une démarche d'entreprise à mission, pour que les produits soient justement les produits proposés au marché soient pensés de façon durable et que finalement ils deviennent plus intéressants de vendre un produit localement beaucoup plus rentable, en tout cas aussi rentable, on irait l'acheter en Chine parce que justement c'est moins cher. Et que si on reste dans ce même modèle-là, oui, l'entreprise ira toujours chercher des ressources, du salaire bas, parce que sa mission c'est de faire de l'argent uniquement. Alors, si on la ressent sur une mission humaine, ou en tout cas écologique, on peut avoir, je pense, un levier beaucoup plus important que ce que nous ferions nous en tant que citoyens. Bref, ça me fait penser en tout cas à un livre qu'avait écrit Hervé Camp il y a une dizaine d'années, si je ne me trompe pas, qui disait que finalement, pour sauver la planète, il fallait sortir du capitalisme, et je me rends compte que on est en plein dans le cœur de ce qu'il disait, qu'on en valable aujourd'hui. Alors, je voudrais répondre à ça que il n'y a pas besoin, enfin, je veux dire, certainement, ma conviction profonde est que le système doit évoluer, se transformer profondément. Maintenant, c'est pas forcément une révolution au sens comme on imaginait, comme certains l'imaginaient il y a 20 ou 30 ans, on disait le grand soir, on va tout changer, on va tout nationaliser, etc. Moi je pense qu'on peut avoir des scénarios d'évolution et de transformation qui sont beaucoup plus complexes, qui impliquent l'ensemble des acteurs, etc. Je pense que les entreprises peuvent elles-mêmes se transformer sous la pression de coalitions d'actionnaires, avec des contraintes juridiques, par exemple, qui rendraient la responsabilité sociale et environnementale, c'est-à-dire les indicateurs qui doivent produire sur les impacts environnementaux et sociaux, etc., qui rendraient ces indicateurs beaucoup plus fiables et beaucoup plus faciles à utiliser, en quelque sorte, par les consommateurs et par les épargnants. Il peut y avoir une forme de planification qui incite finalement les entreprises à adopter un certain nombre de stratégies de comportement. Il y a des aspects de normalisation. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des outils, une multitude de leviers de changement qui sont à la fois politiques, techniques et sociétaux et qui peuvent entraîner une transformation assez complète, assez radicale du système, sans pour autant que les entreprises disparaissent complètement et sans pour autant qu'on sorte de l'économie de marché. Je ne crois pas qu'on va sortir d'une économie dans laquelle il y aura circulation monétaire, de l'argent, du profit, du marché. Mais on peut imaginer une société dans laquelle tout ce fonctionnement monétaire et marchand soit beaucoup plus contraint, beaucoup plus encadré, orienté, régulé, à la fois par l'État et par les consommateurs, etc. Je pense que c'est plutôt ce genre de scénario complexe qu'il faut cultiver, ça me paraît plus réaliste. Nous avons un
nous avons un jeune parmi nous, c'est quand même exceptionnel, c'est la première fois qu'il y a une conférence. Alors peut-être qu'il a peut-être une question à poser à notre conférencier. Oui. C'était très clair votre intervention. Je ne sais pas si vous avez plein de questions à me poser. Merci pour votre intervention. Vous avez compris? C'est le modèle que je suis dans le cours de terminale en SS, donc ça rejoint plusieurs domaines, donc je trouve ça très intéressant. Voilà, mais tu peux réfléchir quand même à une question, et on va, pendant qu'on donne la parole, donc qu'est-ce que tu voudrais... Donc encore merci pour votre exposé, très intéressant, on ne peut qu'adhérer, en tout cas je t'aime. Mais est-ce que pour aller vers cela, et on sent bien qu'il y a des contradictions très fortes, et on ne sait pas comment les choses sont attribuées, est-ce que la prise de conscience du fait que les intérêts de l'humanité sont maintenant totalement impliqués n'est pas absolument nécessaire? Et est-ce qu'un multilatéralisme très fort, vous avez parlé de l'Europe, mais plus généralement mondial, n'est pas absolument nécessaire? Et pour prendre un exemple, on parle beaucoup de la destruction de la forêt amazonienne, qui va tous nous concerner. On dit Bolsonaro est un salaud. Est-ce qu'il ne faudrait pas dire qu'est-ce que nous pouvons faire pour donner de la valeur à cette forêt, reconnaître qu'on en est tributaire, nos générations futures en seront tributaires, faire en sorte que cette valeur soit partagée au niveau international? La question du multilatéralisme, elle est absolument fondamentale. Et quand je disais que les tendances, il y a un peu... Moi, je vais quand même vous dire, j'ai écrit ce livre parce que on ne peut plus aujourd'hui se contenter de faire du wishful thinking, de dire voilà, ça va se passer comme ça, on a une utopie, puis comme on est tous raisonnables. On voit bien qu'aujourd'hui, il faut être un peu de lucidité. On voit qu'on est dans un grand écart qui se creuse entre ce qu'il faudrait faire et la manière dont un certain nombre de choses évoluent. On voit bien que le multilatéralisme est en crise, alors qu'il n'a jamais été aussi évidemment nécessaire. Et ne serait-ce qu'à cause de la pandémie, c'est un sujet qui aurait nécessité normalement un renforcement de l'OMS avec une coopération plus forte autour des vaccins, autour des stratégies, autour des... Par exemple, pensez que les pays ont pris des mesures de protection des frontières complètement dans le désordre, en créant un chaos absolument incroyable. Quand des gens travaillent dans un pays, ils ne savent pas si on pourra y retourner, etc. Ma fille travaille à New York. On lui avait dit qu'elle pouvait rentrer en France. Elle a bien failli ne pas pouvoir rentrer parce que tout ça évolue dans un chaos et dans une absence de concertation absolument incroyable. Donc, si vous voulez, moi, j'avoue que là, les bras m'en tombent. Et c'est pour ça que je dis, il y a un moment où on va se réveiller, quoi. Il y a un moment où c'est pas possible que l'humanité ne soit pas confrontée à un moment à un espèce d'électrochoc qui disent ben non, on peut pas continuer comme ça, on va dans le mur, quoi. On ne peut pas régler aujourd'hui les problèmes de la planète sans un esprit coopératif beaucoup plus fort et sans un esprit de fraternité beaucoup plus fort. C'est tout simplement impossible de prendre... La question du climat, elle va nous mettre très vite au pied du mur, parce que c'est impossible de maîtriser les émissions de gaz à effet de serre sans un accroissement très fort de la coopération et sans un esprit de solidarité, de partage de l'effort. Il faut que si les plus riches n'acceptent pas de partager l'effort avec ceux qui sont les principales victimes du réchauffement et qui ont moins de moyens pour faire face, etc., s'il n'y a pas un véritable esprit collectif, on n'y arrivera pas, tout simplement. C'est aussi bête que ça. Et moi, c'est ça je dis qu'on est une situation apocalyptique, où on voit que
on va vers de grands changements et il faut s'attendre à ce qu'on soit à un moment donné sollicité pour faire des vrais sauts en avant dans le meilleur, quoi, pour exprimer ce qu'il y a de meilleur dans l'homme, parce que sinon on ne peut absolument pas y arriver. Et le cas du multilatéralisme, de ce point de vue-là, c'est flagrant. Pourquoi ne peut-on pas régler le problème en réduisant la population? Alors là, on ne parle jamais de démographie, on ne parle jamais des naissances, on ne parle jamais des déséquilibres de population entre les continents, mais c'est un problème ça aussi. oui, Si l'Afrique de la nouvelle population est atteint des niveaux des Français, on est fichu. moi j'ai toujours été, je suis d'accord, ça n'est peut-être pas le problème numéro un si on veut, mais je pense effectivement qu'on a tort de ne pas mettre ce sujet sur la table, et je dois dire que s'il y a dans Laudato Si une phrase qui me fait tiquer, c'est quand il y a une phrase qui dit que la population n'est pas un problème, ce qui me fait l'effet, entre nous soit dit, d'avoir été un rajout un peu obligé, parce que ça va tellement à l'encontre d'autres développements sur l'urbanisation au détriment des forêts. Enfin, il y a plein de choses qui semblent pointer vers même cette question d'une certaine maîtrise de la démographie. Chaque fois que je me suis trouvé à faire des exposés sur l'écologie devant des évêques, je n'ai jamais raté l'occasion de parler de ça, parce que je pense effectivement que, à tort ou à raison, on pourrait reprocher aux catholiques d'avoir un peu trop traîné les pieds pour aborder cette question de front. Même si, encore une fois, ça n'est pas forcément peut-être pas la solution à la question première, mais en tout cas, il est tout à fait légitime de se projeter dans un monde où la population sera stabilisée. Donc la population stabilisée, si on regarde les choses en face, ça veut dire une moyenne de 2 enfants par femme. Ça veut dire que s'il y a des gens qui veulent continuer à avoir des familles nombreuses, il faudra qu'il y ait des célibataires pour compenser. Non mais c'est mathématique, hein, ce que je dis. On est obligé de se projeter dans un état où la population mondiale sera stabilisée. On ne peut pas imaginer que la population mondiale croisse de manière infinie. Il y a un moment où ça va se stabiliser. Ça va se stabiliser, ça veut dire qu'il y aura 2 enfants par femme en moyenne. J'aurais une question. Est-ce que vous pensez qu'il faut qu'on aille vers une décroissance, ou est-ce que vous êtes plutôt pour la croissance vertueuse? Je ne suis pas très loin je partage beaucoup d'arguments avec les tenants de la décroissance, mais le mot n'est pas le bon. Le mot n'est pas le bon parce que c'est un raisonnement trop global. Il est évident qu'il y a des activités qui vont continuer à se développer, qu'il y a certaines choses il y a des choses qui vont décroître et d'autres qui... L'expression décroissance donne un sentiment de retour en arrière ou de on gèle tout, etc. Je ne crois pas du tout à ça. Je crois qu'on va vers des développements très importants, mais qui seront complètement différents de ceux qu'on a connus. On va avoir un développement sur le plan relationnel, culturel, immatériel. On va avoir des choses qui, au contraire, seront beaucoup plus développées, en quelque sorte. Je pense qu'il faut raisonner en termes de développement plutôt qu'en termes de... Parler de décroissance, c'est encore se placer dans le cadre de pensée de la croissance. Or, la croissance, c'est un concept qui est piégeux, quoi, parce qu'on mélange plein de choses. Donc, je parle plutôt, moi, de démarchandisation, c'est-à-dire d'un développement qui soit moins centré sur les marchandises
et davantage sur les relations, sur la qualité, sur le... Voilà, j'emploie plus volontiers le concept de démarchandisation. Peut-être une dernière question, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'avais une question par rapport à... Je suis très sensible à tout ce que vous avez dit sur votre responsabilité, sur le fait d'être des consommateurs responsables, d'avoir des éco-gestes. Vous avez parlé aussi de conduite écologique, j'ai mon dada qui est la conduite écologique. Le numérique, et d'ailleurs la paroisse a sorti un petit papier très bien là-dessus. Ah oui, ça compte aussi. Ça compte aussi. Parce que quand on parle de l'impact des nouvelles technologies, Voilà. ça dépend beaucoup comment on s'en sert. Comment on s'en sert. Et la paroisse a sorti un papier, enfin le groupe l'avait aussi, un papier très bien pour nous aider à avoir une conduite écologique avec nos ordinateurs. Mais moi je trouve que là je reviens du coup à là où vous êtes aussi, François. Je vais peut-être dire, j'ai quand même l'impression que les éco-gestes, c'est plus facile quand on est riche que quand on est pauvre. Vous voyez, on a parlé des vêtements, c'est certain que alors, la consommation responsable, c'est pareil pour la nourriture, hein, les circuits courts, les machins, c'est certain que quand on est pauvre, c'est pas très facile d'être écolo. Enfin, c'est une impression, est-ce que c'est une impression que j'ai, mais c'est quand même quelque chose que je voyais, et je trouve que ça me fait un peu peur, parce que c'est aussi cet écart-là. Oui. Je trouve que c'est... Non, mais tout Est-ce qu'on peut dire que c'est un peu un truc de riche d'être écolo, quoi? Enfin, vous voyez, d'avoir des comportements écolos, de pouvoir acheter... Enfin, vous voyez, c'est... Sauf quelque chose qui me gêne. Sauf qu'on peut presque renverser les choses en disant que quand on est très pauvre, on a déjà une empreinte écologique. De toute façon, on peut dire une façon de répondre facile, trop facile. Une réponse trop facile, ça serait de dire, de toute façon, c'est les riches qui polluent le plus, donc c'est déjà eux qui ont le plus d'efforts à faire. Donc, c'est déjà un aspect de la question. Mais il y a quand même des vraies questions, par exemple sur c'est vrai que quand on est riche, qu'on a une vieille voiture qui pollue beaucoup, on a plus de mal à en changer. Quand on habite une passoire thermique, on n'a pas forcément l'argent pour... donc c'est vrai qu'il y a des vraies questions. Et d'une certaine manière, ça illustre le fait plus général qu'il ne peut pas y avoir de transformation écologique sans transformation sociale, c'est-à-dire sans évolution vers plus d'égalité. Seul un monde plus égalitaire pourra être plus écologique, c'est évident. C'est évident. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Alors, est-ce que notre jeune assistant veut nous donner le mot de la fin? Est-ce que tu es confiant pour l'avenir, anxieux? Qu'est-ce que ça t'inspire, tout ça? Faut pas le mettre en torture, là. Confiant ou inquiet? Je pense que ça va vivre le jour après jour et vivre le jour, quoi. Et on va voir comment la situation évolue. On verra bien ce qui se passe dès à présent et plus tard. Il faut vivre dans le monde comme on est. Toi, tu te sens motivé pour militer un peu, pour que... Il faudrait organiser, je pense, des manifestations justement pour militer, justement pour essayer, voilà, pour défendre justement cet intérêt écologique. Il y a davantage de manifestations, parce que je pense que il y a de moins en moins de personnes qui sont. Il faudrait qu'il y ait plus de personnes qui se sentent concernées justement par cette situation. Il y avait Greta Thunberg, tout ça. Oui, je trouve qu'il y a pas assez de. Il y a pas assez de mouvements qui militent justement pour cette cause. C'est bien vrai. Mettre en place le gouvernement
merci beaucoup à notre conférencier de cette belle conférence qui nous sensibilise, voilà, et en espérant que nous aussi on va pouvoir sensibiliser d'autres personnes et puis travailler à chercher des solutions. Voilà, merci beaucoup.